bonjour à tous. Qui ici travaille en marketing et s'est déjà fait ghoster par des commerciaux? Par applaudissement. Moi aussi. Ok, on n'est donc pas seul. Se faire ghoster par des sales quand on bosse en contenu, on peut se dire un peu que c'est une fatalité. En tout cas, c'est une expérience pas très agréable dont on ressort, je pense, un peu plus fort. Ça, c'est un exemple type de ce qui m'est arrivé chez Payfit, où on envoie un Slack, on n'a pas forcément de réponse. On crée un meeting pour parler aux sales et se dire qu'on va commencer à bosser ensemble. On arrive au meeting, 1 minute, 2 minutes, il n'y a personne. On renvoie un Slack, pas de réponse. 1 heure après, petit message, ah sorry, j'avais pas le temps, c'est le rush. Ça, voilà, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être aussi arrivé. Et je ne vais pas vous dire comment j'ai réussi à hacker tout ça. Non, vous avez l'air plutôt sympa, plutôt bienveillant. Donc je vais vous raconter mes pires moments de solitude. Et croyez-moi, en 15 ans, il y en a eu un paquet. Alors, moi c'est Gabrielle, je bosse donc chez Payfit en contenu. Ça fait 15 ans que je suis dans le contenu, même si, avouons-le, au début de ma carrière, content, ça n'existait pas. C'est un métier qui s'est créé quand même assez récemment. Vous voyez une partie de l'équipe là, Jeanne qui est aussi dans la foule. Et voilà, je vais vous parler un peu de tous ces moments de solitude. Le premier donc, le ghosting. Ça peut changer, c'est pas une fatalité, ça nous a pris du temps, mais on a réussi à inverser la tendance. Comment est-ce qu'on a réussi à inverser la tendance? C'est en se disant, ok, on va arrêter de leur balancer des contenus bas de funnel dont ils se foutent totalement, parce que ça ne leur sert à rien. On va les écouter. Moi, quand je suis arrivée chez Payfit, il y avait déjà beaucoup de sales. Ils ne nous parlaient pas, ils s'en foutaient un peu de ce qu'on voulait. Et donc, on leur a fait un questionnaire en leur disant « Ok, vous pensez quoi de nous et vous avez besoin de quoi ?» Alors, très honnêtement, on s'est pris des petites réponses anonymes de « On ne sait pas ce que vous faites, on ne comprend rien, vos contenus sont inutiles ». Ça fait mal à l'ego, mais derrière, ça nous aide quand même à créer du contenu qui est meilleur. Donc, on les a écoutés. Et ensuite, on a parlé de leur langage. Leur langage, c'est quoi? C'est en fait leur dire « Ok, les 3 contenus qui vous ont aidé le plus à performer ce mois-ci, c'est cela ». On leur a donné des chiffres, on a parlé leur langage, on leur a donné des choses hyper concrètes. Et là, on a commencé à avoir une tendance qui s'est inversée. Ça a pris près d'1 an. Il y avait 200 sales à l'époque, donc parler à 200 sales avec plusieurs team leads, plusieurs directeurs, ça prend beaucoup de temps. Mais derrière, on a atteint le Graal. Et le Graal, c'est quoi? C'est ça. Camille, qui est lead content chez nous, a été invitée à un meeting en guest star il y a ça 1 mois. Ça, se dire il y a 6 ans quand je suis arrivée qu'on allait être traité de cette manière-là, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est arrivé. Aujourd'hui, le sales director, il partage sur Slack nos contenus à son équipe, il ping son équipe et il leur dit là, en ce moment, c'est le contenu à envoyer. Je veux que vous envoyiez tout ça à votre pipe. Autant vous dire qu'un Slack d'un sales director, ça a plus d'impact que si moi, j'envoie un Slack dans ce channel. Alors, passer de fantôme à business partner, ça prend du temps, ça fait un peu mal à l'ego, mais croyez-moi, c'est hyper utile pour votre impact et vous commencez à poser les premiers jalons de votre posture de business partner. Le deuxième moment de solitude, c'est de se dire que personne ne respecte votre calendrier, les gens s'en foutent, soyons honnêtes. Ce qui se passe, c'est qu'on se laisse absorber par des demandes last minute dans tous les sens. Pourquoi? Parce que si vous êtes en contenu, vous savez ça, les gens ne savent pas trop ce que vous faites et vous avez tellement besoin d'être visible que vous allez tout accepter. Mais tout accepter, c'est l'équipe qui dit oui à tout, mais qui ne construit rien sur du long terme. Ça, c'est une erreur. Moi, je suis tombée dedans. Je pense que peut-être vous aussi. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est de créer ce framework. Ce framework, c'est le Hero, Hub, Hygiene ou Help, que vous connaissez peut-être. Je me sers un petit verre d'eau en même temps. En gros, il sert à tout, mais il sert aussi à maîtriser votre calendrier. Hygiene, le Help, c'est les contenus qui permettent de répondre à des questions que les gens se posent. C'est du contenu assez éducatif, du contenu tutoriel. Le Hub, c'est des contenus hyper réguliers pour attirer votre communauté au quotidien. C'est des contenus informatifs, éducatifs, divertissants.
Et le héros, ça c'est vraiment les contenus ultra premium, contenus de valeur ajoutée, vous en faites 2-3 par an max, ça prend du temps. Le risque, c'est qu'on vous demande tout le temps des choses urgentes et que du coup, vous allez sacrifier quoi? Le héros, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Et ça, évidemment, c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, dans l'idéal, c'est de se dire, OK, si on me demande en permanence des contenus hygiene, des contenus hub, je peux les accepter. Je peux les accepter, pourquoi? Parce que dans tous les cas, je vais devoir en produire tout le temps. Le mieux, c'est plutôt de les remplacer en disant, OK, je devais faire le A et le B, on me demande C et D, et ben j'inverse, c'est pas grave. Il faut juste s'assurer qu'ils répondent aux mêmes objectifs. Le risque, après, à terme, si vous acceptez trop de demandes qui ne sont pas prévues, c'est que vous allez donc sacrifier les héros. Après, les héros qu'on vous demande en last minute, c'est-à-dire, c'est ce que disait Guillaume, on a une énorme campagne pour dans 3 mois ou moins. Là, je vous conseille de refuser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces contenus-là, ils sont ultra premium et c'est ça qui va aussi vous permettre d'asseoir votre légitimité. Acceptez de les faire dans un temps hyper réduit, il va se passer quoi? Vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que potentiellement, vous allez les produire de manière beaucoup moins qualitative. Alors, il y a des petits tips que je peux vous partager, que j'ai pu expérimenter ces dernières années pour essayer un peu de faire en sorte que son agenda soit respecté. Premier point, on a créé ça récemment dans mon équipe, c'est un système de tickets. Donc, dès que les personnes ont une demande, ils vont remplir un formulaire sur Notion en vous mettant un peu ce qu'ils veulent. Et donc ensuite, on a tout ça, vous voyez qu'on en rejette, hein, on ne dit pas oui à tout. Ce qu'il faut faire là-dessus, ça fonctionne très bien, mais nous on a 2 catégories. La catégorie relecture, il s'agit juste de relire un contenu, catégorie production. Là, le risque, c'est en fait qu'ils vous demandent, ils créent des tickets pour produire des contenus ultra compliqués. Là, je vous conseille de limiter aux tickets pour des contenus vraiment simples, parce que qui dit un contenu héros, par exemple, demande de s'aligner, de faire un brief, de se parler, de challenger la date, etc. Le deuxième, c'est les OKR, Objective and Key Result. Vous avez peut-être ça dans votre entreprise. Après, ça peut être ce nom-là ou un autre. C'est un peu sensiblement la même chose. Mais c'est de se dire, en fait, chaque trimestre ou chaque semestre, on note vraiment spécifiquement quels sont nos objectifs et comment on veut les atteindre. Là, vous avez un exemple de ce qu'on a chez Payfit. C'est un OKR de l'équipe contenu. Et on se dit, OK, si j'ai des demandes de last minute qui ne sont pas du tout dans nos OKR, c'est qu'en fait, c'est une demande qui n'aura pas d'impact pour la stratégie de l'entreprise. Sauf si l'entreprise a fait un pivot, lance une nouvelle offre, que ce n'était pas prévu. Là, on est flexible. Mais si les demandes ne rentrent pas là-dedans, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien, a priori, de les produire parce que vous allez juste vous éparpiller et vous n'allez pas multiplier les initiatives qui aident à avoir un impact dans votre entreprise. Le troisième moment, c'est quand tu comprends que tout le monde, c'est personne. Aujourd'hui, on veut tous faire du contenu hyper personnalisé et je vous recommande évidemment de le faire, c'est hyper important parce que aujourd'hui, votre entreprise, elle segmente sûrement ses audiences. On a aujourd'hui la possibilité, avec les outils et avec l'IA, de segmenter nos contenus. Donc ça part des contenus les plus classiques, c'est-à-dire une newsletter en fonction du segment. Donc ça peut être l'industrie, ça peut être la taille de l'entreprise, ça peut être le métier de la personne, mais ça peut être même juste, est-ce que les personnes ont les mêmes objections, est-ce qu'elles ont les mêmes pain points? Il y a plein de segmentations possibles. Donc, pensez à faire ça sur des choses assez classiques. Aujourd'hui, vous pouvez aussi personnaliser tous les messages, les pop-up qui sont dans une app, qui sont sur votre produit, parce que la plupart des outils, notamment CRM, permettent d'avoir une extrême personnalisation dans vos audiences. Donc, pensez à segmenter vos contenus de cette manière. Après, il y a le programmatique SEO. Pardon, spoiler. Le programmatique SEO, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le fait de créer des pages à grande échelle via du vibe coding ou de l'IA. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez vous voulez vous positionner sur salon de coiffure, vous allez créer 100 pages avec salon de coiffure Lyon, Marseille, Paris, etc. Ça, c'est hyper puissant, je vous recommande de le faire et de le personnaliser, du coup, en fonction, pareil, de votre industrie, par exemple, de différentes industries. Nous, on l'a fait en se disant, OK, en quelques mois, on va créer des centaines d'articles SEO pour nos conventions collectives prioritaires, hôtels, restaurants, santé, etc. Bon. On a eu plus de 3 mois de retard. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, OK, c'est l'IA, c'est hyper facile, on développe ça, on va pouvoir créer des centaines de pages. Dans les faits, pas du tout. Pourquoi? Parce que vous savez les hallucinations d'un agent, vous savez tous les problèmes techniques que ça peut avoir. Et donc, on a passé des mois et des mois à tout relire. Il y a eu un temps humain énorme, un temps de dev énorme aussi. On a pris beaucoup de retard. Je vous conseille de le faire,
parce que le programmatique SEO, nous, on a vu des impacts, notamment pour les LLM, au bout de 3 mois. Donc, c'est vraiment très puissant. Par contre, dites-vous que le temps de préparer tout ça, c'est assez long. Une fois que la machine est bien rodée, ça se passe bien. Mais avant, c'est pas que de l'IA, parce que le risque, c'est qu'autour de vous, les gens vont vous dire « Ah, mais c'est très facile, c'est que de l'IA, ça prend très peu de temps. » Non, dans les faits, Jeanne qui est là et qui a passé des heures à tout relire pourra vous l'expliquer. Ce qu'on a fait pour pousser aussi la personnalisation dans l'équipe, c'est qu'on a revu, nous, notre orga de l'équipe Content l'année dernière. Avant, on avait une orga par, on va dire, étape du funnel. Donc acquisition d'un côté, customer de l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas mal de doublons, orga en silo, etc. Et là, on a une organisation qui est assez récente, mais qui fonctionne plutôt bien, qui est justement personnalisée en fonction de la cible. Donc il y a une team qui est spécialiste des small, medium businesses, et Jeanne qui est là, qui s'occupe des créateurs d'entreprises et de nos industries prioritaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes mindsets, c'est pas les mêmes problématiques, et il faut que le content manager connaisse parfaitement les pain points, le marché, les attentes et le produit pour pouvoir avoir un contenu qui s'adresse vraiment à ces personnes-là de manière spécifique et pas de manière générique. Et on a créé aussi un pôle SEO, GEO juridique, parce que chez nous, le SEO est beaucoup lié à la paye, donc c'est très juridique, parce que c'est des problématiques qui sont devenues ultra importantes, et il y avait besoin vraiment d'avoir un pôle dédié à tout ça. Ensuite, sujet important, les KPI. Les KPI, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on traque. Par exemple, vous créez une newsletter, vous créez un email que vous envoyez à des prospects pour s'inscrire à une nouvelle newsletter. Vous avez créé un nouveau concept de newsletter. Vous avez un taux d'ouverture de 82%, un taux de clic de 11%. Vous êtes hyper content, j'imagine. Mais il n'y a que 3 personnes qui sont inscrites à votre newsletter. Quel chiffre vous communiquez? Si vous communiquez le 82%, je crois qu'il faut qu'on parle. Pourquoi? Évidemment, ça fait plaisir d'envoyer ça. Le problème, c'est que s'il n'y a que 3 personnes qui se sont inscrites à votre newsletter, c'est un énorme fail. Et le problème souvent dans les KPIs contenu, c'est qu'on va s'intéresser juste à la performance du contenu, c'est-à-dire le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désabonnement, mais pas du tout à l'impact que ça a sur l'activité de l'entreprise, sur les objectifs marketing. Donc ce qui est hyper important, c'est de prendre les KPI purement contenu, mais de les regarder au sein de votre environnement marketing, au sein de votre business. Et donc quel est l'impact réel que ça a eu sur le business? Ensuite, l'autre KPI qui peut être intéressant, c'est un peu le KPI de l'ombre, mais c'est se dire, c'est l'adoption. C'est pas ce que les analystes préfèrent parce que c'est des choses qui sont pas des KPIs purs, c'est aussi des bruits de couloir. Est-ce que les sales adoptent votre contenu? Quel est l'engagement quand vous envoyez un message Slack? Est-ce qu'ils vous écrivent? Le simple fait déjà qu'ils viennent à vos meetings ou qu'ils vous écrivent pour créer un meeting, en soi, c'est une réussite et c'est un KPI qui marche. Je ne sais pas si certains ont Notion, et si oui, si vous avez déjà regardé le Notion Analytics. C'est hyper intéressant, parce qu'on se rend compte un peu de qui va où, et est-ce que les gens regardent toutes les pages Notion que vous créez. Nous, on a créé une librairie pour les sales avec tous les contenus. Alors, on a passé des mois à faire une librairie avec tout. On était assez contents, sauf qu'on s'est rendu compte que 90% des catégories et sous-catégories qu'on avait créées n'étaient pas du tout utilisées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'était la première Content Library. Donc vous voyez plein de catégories, on était hyper fiers, on se disait, là, ça montre qu'on bosse et qu'on a plein de choses. Ok, ça n'a pas bien marché. Donc on a refait une deuxième version qui fonctionne beaucoup plus, parce que vous savez que les sales, ils n'ont pas le temps de chercher, hein. Le temps, c'est de l'argent, donc chercher une minute et un contenu, c'est perdre de l'argent. Donc on leur a mis les marronniers, les derniers contenus, les contenus qui sont liés au sujet vraiment du moment, ou le meilleur performeur, et on les a mis en dessous, on leur a mis en dessous les contenus qui convertissent le mieux. Là, déjà, clairement, vous gagnez 1000 points en termes d'adoption. Et ce qu'on a fait dernièrement, ça c'est la dernière nouveauté, c'est qu'on a créé un agent, parce qu'on sait que les sales, quand bien même là on leur a mâché le travail, c'est trop long d'aller sur un Notion. Ça prend quand même 5 secondes, c'est long. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un agent sur Dust, où en gros,
ils mettent le lien de leur conversation mail HubSpot avec leurs prospects ou le lien du transcript des calls. On utilise Mojo, donc on a les transcripts. Et donc, le sales va dire, OK, ça c'est ma conversation. Qu'est-ce que tu me conseilles d'envoyer comme contenu? Et là, l'agent va leur dire, OK, par rapport à ce que je viens de lire, je te propose 3 contenus qui répondent au niveau de maturité du prospect, aux objections qu'il a pu avoir, aux questions qu'il a pu poser. Le sales choisit parmi ces 3 contenus et on pré-rédige un mail qu'il n'a plus qu'à envoyer. Donc là, on ne peut pas faire plus simple, il n'a plus grand-chose à faire. Et nous, derrière, qu'est-ce qu'on traque? Évidemment, on traque si les contenus fonctionnent, sauf que, je pense que vous avez vu le sujet aussi, vous mettez des liens traqués pour que les sales les utilisent, ils ne les utilisent pas, donc au final, vous ne savez pas si ça marche. Donc on regarde l'adoption de cet agent sur Dust. Et donc, regarder l'adoption d'un agent, ce n'est pas forcément un KPI dont on va parler de base, mais au final, c'est hyper efficace. Et pensez aussi à traquer tout ce qui est nouveaux KPIs, un peu un autre sujet, mais tant qu'on est dans les KPIs, tout ce qui est SEO, GEO, en fait, on traque plus la même chose qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, pensez à regarder votre présence sur les LLM, la présence des concurrents, sur votre site, quelle est la part des personnes qui viennent d'un LLM versus la part des personnes qui viennent de Google, par exemple. Ça va vous montrer aussi des tendances et ça va vous permettre de voir où vous êtes positionné par rapport à ça. Enfin, celui-là, je pense que vous le connaissez. C'est un collègue qui rédige pas mal de contenu, mais qui n'est pas dans votre équipe. Et il pense un peu qu'il pourrait gagner le concours s'il se mettait à écrire. Vous, quand vous relisez ces textes, vous dites que c'est une cata et vous recommencez tout. Ça, vous avez peut-être des visages en tête. L'idée, c'est de se dire, OK, maintenant avec l'IA, tout le monde pense savoir faire du contenu, encore plus qu'avant. Résultat, c'est faux, ça marche pas, et c'est vous qui subissez. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé pas mal d'agents pour toutes les personnes qui rédigent du contenu, mais qui ne sont pas dans notre équipe. Alors, vous allez voir ici qu'il y a un vrai sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais sur la nomenclature, parce qu'il n'y a aucune harmonie dans le nom de nos agents, et le jour où on va devoir s'y mettre, ça va nous prendre pas mal de temps, mais ça, ce sera pour une autre conférence. Mais on s'est dit on va leur créer des agents pour les rendre autonomes. Et donc maintenant, quand toutes ces équipes-là veulent créer des contenus, alors à faible valeur ajoutée, demain c'est un email, je sais pas, d'augmentation de prix, ça va être nous qui le faisons de A à Z. Mais si c'est des choses assez simples, rédiger des communications qui sont assez faciles, des copies d'AS ou ce genre de choses, on leur a créé des agents pour chaque format et donc ils vont pouvoir rédiger la V1. Derrière, ils créent un ticket. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On relit leur version, on la valide et on est garant de ce qui sort. Alors, les risques, évidemment, sur le principe, c'est top. Nous, on fonctionne comme ça. Eux, ils sont plus autonomes, vous gagnez du temps, tout le monde est content. OK, il y a quand même quelques problèmes. Le premier, c'est les V1 qui sont bâclés. Parce que beaucoup de gens, notamment qui ne savent pas bien écrire, qui ne savent pas prompter, vont se dire, OK, on a mis un agent à ma disposition. Du coup, c'est que c'est OK, je relis même pas. Et là, vous allez avoir des trucs complètement aberrants que eux-mêmes n'auraient jamais écrits sans agent. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que beaucoup de gens vont contourner vos process parce qu'ils sont encore plus autonomes qu'avant. C'est un problème. Et le troisième, c'est le timing. Les gens se disent, OK, moi j'ai rédigé ma V1, l'équipe contenu, elle a juste à relire, donc je peux lui envoyer 5 tickets à relire dans la journée. Dans les faits, sur les 5 tickets, il y en a 4 que vous allez peut-être réécrire de A à Z parce que ce n'était pas du tout quali. Donc attention à ça, attention à améliorer vos agents et aussi bien éduquer et sensibiliser vos pairs sur le travail que ça représente. Dernier point, c'est si j'écris avec l'IA, je vais devenir stupide. J'ai une personne qui m'a dit ça, je ne m'attendais pas du tout à cette remarque et du coup je me suis dit, OK, bon, si elle pense ça, c'est que d'autres doivent penser ça. Ce que je lui ai dit, c'est, en fait, si tu le fais pas, tu vas devenir complètement obsolète sur le marché du travail. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est se dire comment accompagner aussi ces équipes à prendre le pas de l'IA. Pour ça, pour moi, il y a quatre protagonistes avec 4 rôles différents. L'entreprise qui impulse la vision, le département, donc marketing, qui va s'assurer que il y a une homogénéité dans l'adoption de l'IA. Est-ce qu'il y a un budget commun? Est-ce qu'il y a des cas d'usage à prioriser? Est-ce qu'il y a des outils à mettre en place? Ensuite, il y a le manager. Moi, j'ai passé pas mal de temps à créer des workshops, à faire des formations avec mon équipe pour leur dire il faut utiliser l'IA, voici comment on peut le faire, à leur montrer des cas, à se dire ok, on passe une journée tout ensemble dans un bureau et on regarde Dust, et on regarde Lovable, on regarde Figma Make, etc. Et le salarié qui, lui, doit aussi se dire c'est ma responsabilité de monter en compétences, avec évidemment des questions
question éthique ou émotionnelle de si je deviens stupide, est-ce qu'on va me remplacer? Là, c'est à vous évidemment de rassurer et de leur expliquer que tant qu'on reste exigeant, il n'y a pas trop de problème de devenir bête. Il faut juste se dire, c'est comme si j'avais un stagiaire qui en plus peut travailler autant qu'on veut sans culpabiliser. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Juste à nous de le challenger. Et le dernier point, c'est sur les process de recrutement. C'est bien de faire en sorte que son équipe utilise l'IA, mais c'est aussi bien de se dire qu'il faut que les nouvelles personnes que vous embauchiez soient alignées avec vous sur l'IA. Et du coup, c'est se dire, OK, déjà, quand vous recrutez quelqu'un, toujours demander c'est quoi votre vision de l'IA, c'est quoi votre usage. Nous, chez Payfit, c'est hyper important. Quelqu'un qui est anti-IA au contenu, on ne l'embauchera pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que la boîte a pris un tournant IA, attend que nous, on le prenne aussi. Et donc, du coup, quelqu'un qui est contre, ça ne sert à rien qu'elle vienne chez nous, parce que je pense qu'elle ne sera pas épanouie. Et le deuxième point, c'est de repenser aussi vos process de recrutement, parce que moi, avant, par exemple, un candidat qui allait faire une étude de cas, je lui demandais d'écrire un article de SEO sur une thématique imposée. Aujourd'hui, avec l'IA et Dust, il vous fait ça en 30 secondes, ce sera bien écrit, vous ne pourrez jamais voir si la personne allait bien. Donc repensez vos cas en vous disant, OK, qu'est-ce qui va pouvoir contourner l'IA? Par exemple, moi, un cas que j'ai donné, c'est, OK, rédige-moi une page sur un outil que tu utilises dans le pro ou dans le perso. Type, ça peut être un Notion, mais ça peut être WhatsApp si la personne n'utilise aucun outil pro. Et dis-moi ce que tu en penses en termes de communication, d'identité visuelle, de tone of voice. Tu penses quoi? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu penses de leur newsletter, de quand ils sortent une nouvelle com pour une feature? Et ça, même si l'IA peut le faire, la personne, elle va quand même devoir avoir une implication émotionnelle, elle va devoir vous parler d'une expérience et vous allez assez vite voir si c'est l'IA qui a tout fait ou si c'est elle. Et donc pour terminer, les 3 questions que je vous conseille de vous poser assez régulièrement pour savoir si vous avez vraiment une position de business partner dans votre entreprise, c'est est-ce que le directeur commercial cite vos contenus quand il parle à son équipe? Est-ce que les KPIs que vous suivez vous permettent de voir l'impact que vous avez sur l'entreprise et pas juste le succès de votre content stricto sensu? Et enfin, si les objectifs de l'entreprise changent, est-ce que vous aussi, vous êtes bien certain qu'une partie de vos objectifs doit être repensée? Voilà, mon mot de la fin, ce sera face à l'IA et à tout le reste, le mot-clé, c'est exigence, encore de l'exigence et toujours de l'exigence. Merci.